Et on va passer tout de suite à la troisième primée qui va nous présenter son travail ce matin. C'est Astrid Pierrard. Alors Astrid, si tu es là, n'hésite pas à te connecter. Et pendant que tu nous rejoins, toi, tu as présenté un mémoire de master en sciences de gestion à la Louvain School of Management de l'UC Louvain. Il s'intitule « L'approche en cycle de vie comme amélioration à la prise en compte de la dimension environnementale dans les indices bas carbone, le cas de l'Eurostoxx 50 ». Un titre qu'on va sûrement mieux comprendre à travers tes explications. Alors chez moi, ta caméra est en train de charger et je peux préciser que ton promoteur pour ce mémoire est Anne Nguyen, qui est chargée de cours à l'UC Louvain. Alors pour l'instant, je ne vois pas Astrid. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté. Est-ce que vous m'entendez? Mais Astrid était tout à l'heure parmi nous. C'était même la première à être connectée. Oui, entendu. Est-ce qu'Astrid est parmi nous? Est-ce que vous la voyez peut-être? Est-ce que quelqu'un peut me dire si... Ah voilà, tout le monde la voit apparemment. On la voit et on l'entend. Bon, il n'y a que moi qui ai un problème. Vous m'entendez? Bon, Caroline? Eh bien, dans ce cas, si tout le monde la voit, je vais me déconnecter et je vais laisser Astrid faire sa présentation et j'espère que la connexion va se refaire de mon côté. On se retrouve dans 3 minutes environ. Bonjour à tous pour ceux qui m'entendent et me voient. Un grand merci de m'écouter aujourd'hui. Avant toute chose, il me faut expliquer une notion clé de ce mémoire qui est l'approche en cycle de vie. Donc cette méthodologie de mesure d'impact environnemental prend en compte les émissions de gaz à effet de serre de l'intégralité du périmètre opérationnel des activités d'une entreprise. On dit qu'il y a 3 catégories d'impact. Les émissions de scope 1, dites directes, donc par exemple les émissions liées au bâtiment d'une entreprise, les émissions de scope 2, dites indirectes, donc par exemple l'électricité requise pour faire fonctionner l'usine d'une entreprise, et les émissions de scope 3, qui sont en fait toutes les autres émissions indirectes non comprises dans le scope 2. Donc il y a tout ce qui se passe en amont, par exemple l'extraction des matières premières, et tout ce qui se passe en aval, par exemple la gestion des déchets en fin de vie. Et je suis partie du constat qu'il existe en fait très peu de fournisseurs d'indices bas carbone qui prennent en compte ces émissions de scope 3 dans leurs calculs. Et donc ces indices bas carbone se basent sur un périmètre incomplet d'émissions. Donc je me suis demandé à quel point cette intégration relative des émissions est-elle alignée avec la transition énergétique dans laquelle les fournisseurs d'indices bas carbone disent s'engager. Et surtout, à quel point une intégration de l'ensemble des émissions du cycle de vie des entreprises influencerait la pondération de ces entreprises au sein des indices bas carbone. Donc en d'autres termes, tenir en compte l'entièreté des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise influencerait sa cotation environnementale au sein d'un indice bas carbone. Donc pour répondre à cette question, j'ai répliqué un indice boursier de référence, à savoir l'Eurostoxx 50 de 2010 à 2018, tout en conservant la diversification sectorielle initiale. Donc si vous voulez, je l'ai décarbonisé, et ce selon 2 scénarios distincts. Un premier auquel j'ai appliqué un filtre environnemental standard, donc celui classiquement utilisé par les fournisseurs d'indices bas carbone. Un deuxième scénario avec un périmètre d'émission élargi, donc scope 3 compris. Et je les ai comparés entre eux. Et j'ai pu constater que le fait d'intégrer ces émissions de scope 3, oui, je vois qu'on n'a pas de slide, il n'y en a pas. Donc, le fait d'intégrer ces émissions de scope 3 au calcul a une influence significative sur la pondération des composantes. Donc, a une influence significative sur la cotation environnementale de ces entreprises au sein des indices bas carbone. Donc, on peut se dire que la mission des indices bas carbone, qui est de réduire l'exposition des portefeuilles aux risques relatifs au changement climatique, n'est pas encore atteint. Et en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie d'une entreprise, là, on peut réellement investir en toute connaissance de cause.
Également, si une entreprise aimerait éviter d'être sous-pondérée dans ce genre d'indice bas carbone, elle devra alors travailler sur l'impact de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, ça encourage à une responsabilité élargie des entreprises et on a du coup ici des pistes d'amélioration intéressantes. Donc voilà, je ne sais pas si... Je suis là. Voilà, mais j'ai évidemment raté les 2 tiers, mais voilà. Merci beaucoup Astrid. J'imagine que tout le monde a été attentif et donc que les questions vont arriver dans le chat. Elles viendront moins de mon côté sans doute parce que voilà, malheureusement, j'ai pas tout suivi. Reste avec nous évidemment. On va accueillir Luc Van Liedekerk, donc président de ce jury en finance. Voilà, Luc. Alors évidemment, on avait envie d'avoir votre retour. Qu'est-ce que le jury a apprécié dans le travail d'Astrid? Mais disons que allez, pour les erreurs d'ordre, il faut compter, et ça compte pour les 3 mémoires. On cherche des mémoires des gens qui ont une attitude plutôt critique en ce qui existe déjà. C'est une attitude qu'on apprécie beaucoup, qu'on essaye de regarder 360 degrés, disons, et qu'on essaye de regarder critique à ce qui existe maintenant. Et là, je trouve que Astrid a fait ça de manière très bonne manière. Donc, il faut compter qu'elle se concentre sur des indices de bas carbone. Ce sont des indices qui vont augmenter dans l'utilisation. Ça va vraiment augmenter avec ce qui se passe dans l'Union européenne aussi. Donc, on va regarder comment tout le monde va l'utiliser. Eh bien, elle dit, est-ce que vous êtes vraiment en train de regarder la bonne cause? Puisqu'elle va regarder le scope 1, 2 et 3 des émissions de carbone. On regarde 1 et 2 et il y a presque personne qui regarde le 3. Et il faut compter que 90% des impacts, 90% des impacts sont en fait dans le 3. Et ça, c'est le plus-value, je dirais. Le plus-value, c'est qu'elle est vraiment capable de prendre le 3, de faire une démarche avec un indice qui existe et de voir comment ça impacte la composition de l'indice. Hein, l'impact ça. Et je trouve que c'est en fait critique en ce qui existe. Elle donne une manière de déblocage. Comment est-ce qu'on peut mettre les choses en avant, un pas en avant? Et on a très apprécié cette possibilité et donc aussi la manière dont ça a été fait. Ça a été fait de bonne rigueur. Donc je trouve que là encore, on a une mémoire qui est vraiment très pratique et très intéressante. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ces différentes interventions. Alors, on va passer à présent aux questions-réponses et je vois que les questions fusent. Alors, la première, Astrid, pour quelles raisons ces fonds ne prennent pas en compte le scope 3 ? Celui-ci est-il suffisamment fourni, fiable ? Alors, je pense qu'il y a différents éléments à prendre en compte. Déjà, les émissions de scope 3 sont très compliquées à calculer. Et entre autres, parce qu'il y a beaucoup de méthodes, en fait. Et du coup, tant qu'il n'y a pas une standardisation des méthodologies de calcul pour ces émissions de scope 3, c'est assez compliqué, de les comparer entre elles, d'une entreprise à une autre, puisque il faudrait du coup communiquer sur la manière dont ça a été calculé, justifier la méthode, etc. Et également, pour l'instant, il n'y a pas au niveau juridique, les entreprises ne sont pas tenues de communiquer sur ces émissions de scope 3. Donc, il n'y a pas de, comment dire, les entreprises ne le font pas d'elles-mêmes, entre guillemets. Ce qui change pour les émissions de scope 1 et de scope 2, là les choses avancent, mais bon, pour les émissions de scope 3, pas encore. Donc, également, je reviens au point 1, pour la manière dont on peut calculer ces émissions de scope 3, c'est compliqué également parce qu'on peut avoir des doubles comptages, parce que il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là. Donc, il faudrait une standardisation des méthodes, des lois sur le reporting des entreprises qui sont beaucoup plus strictes. Et
Et je pense que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que j'ai répondu. Oui, et du coup, à la deuxième aussi, quelles sont les raisons qui mènent les entreprises à ne pas inclure le scope 3 dans le reporting? Voilà, je pense qu'on l'a dit. Les émissions scope 3 se trouvent aussi en scope 1 dans des autres entreprises. Comment tenir compte du double comptage? Alors, il y a pas mal de méthodologies qui ont déjà été développées, qui fonctionnent, qui prennent en compte évidemment ce problème du double comptage, puisque c'est un problème qui bien sûr est clé. Et donc, des méthodologies existent, il faut seulement que les entreprises se les approprient, qu'on apprenne à les mettre en place directement. Quels sont les indices que tu conseilles? Les indices boursiers, j'imagine les indices pour... Peut-être demander à Hélène de préciser Les indices un bas petit peu. carbone. Indice bas carbone, oui. Je vais pas commencer à me positionner sur l'un ou l'autre indice ici, mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de toujours bien, parce que les indices bas carbone, normalement, doivent toujours expliquer, enfin, les fournisseurs se doivent d'expliquer comment ces indices sont calculés. Donc, avant d'investir, toujours bien regarder la méthodologie qui a été utilisée. Et voilà, et je pense qu'à partir du moment où ce flou, entre guillemets, autour des scopes 3 sera un petit peu mis sur la table, et il y aura plus pour aussi penser à de l'engagement actionnarial ou des choses du style. Bon, c'est pas suffisant par rapport à l'urgence de la situation, mais à partir du moment où ces choses vont se débloquer, on peut espérer que d'ici quelques années, quand vous lirez la méthodologie utilisée, les scopes 3 seront pris en compte. Ouais. Alors peut-être un petit peu de détails par rapport à ce scope 3. Quel est le contenu exact? Alors en fait, c'est vraiment quand vous voyez par exemple une chaussure, disons, pour produire la chaussure, il y a toute une chaîne de valeur qui est autour de ce produit. Donc l'entreprise qui vend la chaussure, elle aura disons qu'elle ne fait que la vendre, ou même ne fait que l'assembler. Il y aura son usine pour l'assembler, il y aura les magasins pour les vendre, mais au-dessus de ça, il a fallu extraire le caoutchouc, faire le coton, enfin tout ça. Et puis à la fin, la chaussure, il faut gérer la fin de vie, comment faire pour recycler les différents matériaux, etc. C'est ça la scope 3. C'est vraiment prendre, si on vend une chaussure, chaîne. Voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a des choses qui se passeront en haut, en dessous, et ça n'est pas honnête de dire que c'est pas notre responsabilité, parce que c'est lié à mon périmètre opérationnel. Ouais. Alors est-ce que ces lacunes sur le scope 3 justement sont généralisées pour 100% des systèmes d'évaluation de l'empreinte carbone des fonds d'investissement, ou bien certains systèmes de mesure éventuellement minoritaires sur le marché mais déjà utilisés par certains investisseurs s'en sortent-ils mieux que d'autres? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il des travaux en cours par des acteurs significatifs pour développer de tels systèmes de mesure? Alors, il y a bien sûr des acteurs financiers qui sont réceptifs à ce problème, qui essayent de trouver des solutions. Et je vois des travaux en cours par des acteurs significatifs. Je peux citer par exemple l'ANEC, qui est quelque chose mis en place par Sycomore et Cantis, qui les aide sur le point plutôt scientifique. Et ce sont des acteurs qui essayent de justement proposer une standardisation de la méthodologie de calcul. Et donc ça, c'est un bon exemple. Ok, alors je vois qu'il y a encore une ou deux questions. Merci de Tanguy. Alors, est-ce que dans le scope 3 d'une banque se trouvent les émissions des entreprises financées par la banque? Faut-il pénaliser les banques qui prêtent aux entreprises sidérurgiques et du ciment? Alors, c'est une question très intéressante. C'est sûr qu'une banque, théoriquement, il y a les banques, les bâtiments en tant que tels, et bon, ça va pas plus loin, et c'est sûr que c'est facile d'avoir un impact faible dans ces cas-là. Il y a ça fait débat. Est-ce qu'on doit remonter jusqu'aux investissements? Moi, mon avis personnel, c'est que oui. Sinon, pour qu'on soit vraiment constructif et pertinent, oui, il faudrait prendre en compte les investissements de la banque également. Mais ça, je sais que ça porte à débat. Apparemment, chez Triodos, c'est le cas. Donc, voilà, une entreprise ne peut s'autoproclamer de l'économie circulaire à l'heure actuelle, ou y en a-t-il déjà? Il y en a déjà. Par exemple, Triodos est un acteur
fondamentale là-dedans. Ouais. Mhm. Bon, ben merci. Ça Je pense avance que petit à petit, il y en a de plus en plus. On est positif. ah oui, on nous demande Belfius, New Bank, oui, c'est la nouvelle Belfus banque. est également pas mal engagé dans tout ce qui est économie circulaire, fonds verts, etc. À Mhm. voir. J'ai vu, donc on avait cité une émission de la RTVF, je pense, Ouais, investigation, au oui. début de l'enquête. Bon, là, on montre qu'il y a quand même des petites failles. Euh, il faut aller chercher loin Ouais. pour pouvoir répondre à cette question. Il y a encore du chemin à parcourir en tout Mais c'est cas. plein de pistes Merci. d'amélioration. Mais voilà, encore plein de travail en perspective. Voilà. Je vois qu'il y a une dernière question peut-être qui est en train d'être rédigée. On va peut-être l'attendre un instant, sauf si elle est vraiment trop longue. Est-ce que tu poursuis justement sur ta lancée actuellement? Est-ce que tu continues à travailler dans ce domaine-là à travers peut-être un doctorat? Enfin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui des recherches que tu as faites pour ton travail de mémoire? Alors, le lendemain de ma défense de mémoire, je me suis envolée pour l'Amérique du Sud pour un voyage de 7 mois, donc j'ai pas trop travaillé là-dessus. Mais Ok. oui, c'est sûr que travailler sur ces mémoires, j'ai trouvé ça passionnant et j'aimerais clairement m'investir, en tout cas, travailler dans la finance durable. C'est sûr que ce serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Oui. D'accord, donc là tu viens de rentrer de ton Voilà, voyage et ok, donc voilà, l'avenir est encore c'est ça. tout ouvert devant toi. Existe-t-il une plateforme, un label pour les entreprises de l'économie circulaire? Et je vois que juste avant on nous dit carbonaccountingfinancials.com, c'est peut-être la réponse à la question. Je ne sais pas si tu connais ce site. Je ne connais pas. Je Ok, dois avouer que je ne connais pas. donc voilà, à ta connaissance, une plateforme ou un label pour les entreprises de l'économie circulaire? Ben, je sais que par exemple, la NEC voulait que ça soit qu'il y ait écrit NEC quand on utilise cette méthode. Euh, il en existe sûrement, mais en tout cas pas assez connu pour que ce soit quelque chose de consistant et sur lequel on puisse se baser pour que ce soit une crédibilité en soi. D'accord, alors À ma je vois que connaissance. Valérie Paternotte du réseau Financité, voilà, il dit Voilà. label Financité, Fairfin pour la finance solidaire. Ouais. On nous cite aussi transitionpathwayinitiative.org. Ouais. Bon, ben voilà, on sent que, en tout cas, tout le monde est bien informé sur la question. Merci beaucoup, Astrid, pour ta Merci à vous. présentation.